À Ouagadougou, l'apparition soudaine de 1000 bus redessine les trajets quotidiens et impose un basculement urbain visible, immédiat, impossible à ignorer. Financés sans dette par l'or et le coton, ces véhicules promettent mobilité, emploi et audit public, tout en testant une souveraineté économique sous pression sécuritaire constante. Que signifie ce pari concret pour les familles pressées aujourd'hui, pour la ville entière et pour Ibrahim Traoré face aux marchés mondiaux? Un modèle africain contraint émerge, observé de près, potentiellement imité à court terme, alors même que la guerre interne persiste durablement. Cette analyse propose une promesse claire, aller au-delà de l'image spectaculaire pour mesurer ce que révèle réellement ce choix économique. Comprendre l'enjeu maintenant aide à juger crédibilité, risque, trajectoire futussement d'un futur national. L'objectif n'est ni l'éloge automatique ni la critique réflexe, mais une lecture fondée sur des effets observables, des arbitrages concrets et des contraintes assumées. Le projet des 1000 bus concentre en effet plusieurs tensions rarement réunies: urgence sécuritaire, pression sociale urbaine, ressources volatiles et exigence de résultats rapides. Chaque décision budgétaire y devient un signal, chaque résultat visible une preuve mise à l'épreuve du temps. L'enjeu pour le lecteur est double. D'abord, déterminer si un financement sans dette peut produire des bénéfices tangibles sans fragiliser l'avenir. Ensuite, comprendre comment une politique publique ciblée peut servir de laboratoire pour une stratégie économique plus large. Cette lecture se construit pas à pas en reliant chiffres, trajectoires humaines et mécanismes de décision. Un détail mérite déjà l'attention. Derrière la mobilité, c'est une méthode de gouvernance qui se dévoile progressivement. Un chiffre s'impose d'emblée et bouscule les attentes. Plus de 80 millions de dollars ont été mobilisés sans dette extérieure pour lancer le projet. Cette somme, engagée en pleine guerre interne, place immédiatement l'initiative des 1000 bus dans une catégorie à part. Ce montant n'est pas seulement élevé, il est politiquement chargé car il repose exclusivement sur l'or et le coton nationaux, sans appui multilatéral. Ce point de départ éclaire le cadre général. Le Burkina Faso traverse une période marquée par l'insécurité persistante, la pression terroriste et une défiance historique envers les modèles de développement dépendants de l'endettement extérieur. Dans ce contexte contraint, Ibrahim Traoré choisit de transformer une faiblesse structurelle en démonstration visible, utiliser des ressources internes pour produire un effet rapide, mesurable et immédiatement perceptible par la population urbaine. Les bus deviennent ainsi un instrument concret, mais surtout un signal économique et politique. Le choix du transport public n'est pas anodin. À Ouagadougou, les déplacements quotidiens constituaient un frein réel à l'accès au travail, à l'éducation et aux soins. Avant le projet, la ville reposait largement sur des minibus vétustes, irréguliers et saturés, générant incertitude et perte de temps. En introduisant une flotte structurée, le pouvoir cherche un impact direct sur le quotidien, capable de légitimer une stratégie plus large sans passer par un discours abstrait. Autour de ce noyau visible, une mécanique plus profonde se met en place. Les ateliers locaux sont réorganisés, des jeunes sont formés aux métiers techniques et une chaîne d'assemblage et de maintenance commence à émerger. Cette montée en compétences locales constitue l'un des paris centraux du modèle. Réduire progressivement la dépendance extérieure, non seulement financière, mais aussi industrielle. Cependant, le cadre mondial pèse lourd. La dépendance à l'or et au coton expose le financement à la volatilité des marchés internationaux. Ibrahim Traoré assume ce risque comme le prix d'une alternative testée en conditions réelles. La question reste ouverte. Cette démonstration initiale peut-elle durer au-delà de l'élan de départ ? Pour en mesurer l'impact concret, il faut quitter les chiffres et suivre une trajectoire individuelle précise, révélatrice des premiers effets du projet. Le premier repère humain est celui d'un jeune technicien formé dans les ateliers réaménagés de Ouagadougou. Avant le lancement, son horizon professionnel se limitait à des emplois informels, instables et peu qualifiants. En quelques mois, il acquiert des compétences mécaniques certifiées, apprend à assembler et entretenir les bus, puis intègre une organisation du travail structurée. Ce basculement est discret, sans mise en scène, mais il modifie durablement sa trajectoire.
revenus plus prévisibles, apprentissage continu et insertion dans une chaîne de valeur locale. Un second cas éclaire l'effet côté usager. Une employée vivant en périphérie réduisait auparavant ses déplacements pour éviter des trajets longs et imprévisibles. L'arrivée de lignes régulières transforme son quotidien, horaires stabilisés, accès plus fiable au travail et aux services publics, fatigue réduite. Le gain n'est pas spectaculaire pris isolément, mais il s'additionne jour après jour, créant une marge de temps et d'énergie qui reconfigure ses choix. Ces deux trajectoires, différentes mais convergentes, dessinent une logique commune. Le projet ne vise pas uniquement la mobilité, il active simultanément plusieurs leviers: emploi, compétences locales, productivité urbaine et confiance pratique. En reliant les quartiers périphériques au centre, le réseau agit comme un accélérateur silencieux, réduisant les frictions qui freinaient l'activité quotidienne. Ces effets restent toutefois précoces et concentrés. Ils dépendent de la continuité de l'exploitation, de la qualité de la maintenance et de la capacité à absorber des chocs économiques. À ce stade, l'expérience montre surtout qu'une politique industrielle ciblée peut produire des résultats visibles rapidement, même dans un environnement instable. En gardant cela en tête, on peut dire que l'impact est déjà réel aujourd'hui, même si la soutenabilité reste encore à prouver. Tout commence par une décision de rupture nette, dans un contexte de guerre interne et de pression sécuritaire constante, le pouvoir burkinabé tranche. Le projet des 1000 bus sera financé sans aucun recours à la dette extérieure. Ce choix fondateur est validé par Ibrahim Traoré comme un acte économique autant que politique. L'activation est immédiate. Les dépôts de Ouagadougou sont réaménagés, les premiers flux issus de l'or et du coton sont redirigés et les commandes de composants sont lancées sans phase pilote prolongée. Le calendrier est volontairement serré, assumant le risque d'une exécution sous contrainte. La montée en puissance constitue le premier moment de tension. Les pièces arrivent que de manière échelonnée, les équipes locales apprennent en produisant et chaque retard technique se répercute sur l'ensemble du planning. Les ateliers fonctionnent sous pression continue. Des milliers de jeunes sont formés en accéléré aux métiers de l'assemblage, de la mécanique et de la logistique. Cette phase révèle une contrainte centrale du modèle. L'absence de filet financier externe oblige à résoudre chaque problème en interne sans amortisseur budgétaire classique. Le point culminant survient avec la mise en circulation progressive des premiers bus. La ville change de rythme. Des lignes visibles apparaissent, les horaires se stabilisent et les habitants ajustent leurs déplacements. Le scepticisme initial cède la place à une adoption pragmatique. Le projet cesse alors d'être une promesse politique pour devenir une infrastructure vécue. À ce stade, Ibrahim Traoré insiste sur la transparence comme condition de crédibilité. Audits publiés, dépenses détaillées, décisions exposées publiquement. Viennent ensuite les premières répliques. L'exploitation quotidienne révèle de nouveaux défis. Maintenance continue, disponibilité des pièces, formation des conducteurs, gestion des flux aux heures de pointe. Chaque bus immobilisé devient un signal négatif potentiel. Pour y répondre, une industrie locale de maintenance commence à se structurer, réduisant progressivement la dépendance aux importations. Le projet glisse ainsi d'un investissement ponctuel vers une logique de durabilité opérationnelle. En arrière-plan, une tension demeure. La dépendance aux revenus de l'or et du coton plane comme une contrainte silencieuse. Chaque fluctuation des marchés mondiaux peut fragiliser l'équilibre atteint. La séquence complète révèle alors une dynamique en 3 temps, activation audacieuse, montée sous contrainte, stabilisation précaire. C'est précisément cette fragilité assumée qui transforme chaque succès en argument et chaque difficulté en test décisif pour la vision portée par Ibrahim Traoré. Avant le déploiement du projet, le système de transport urbain de Ouagadougou reposait sur une offre fragmentée, informelle et peu fiable. Après la mise en circulation progressive des 1000 bus, un premier écart mesurable apparaît clairement. Les temps de trajet moyens ont diminué d'environ 30% sur les axes les plus fréquentés. Cette variation ne renvoie pas seulement à un confort accru, mais à une transformation fonctionnelle de l'accès au travail, à l'école et aux services de santé pour une large partie de la population urbaine. Un second indicateur structure l'analyse financière. Plus de 80 millions de dollars ont été mobilisés sans dette extérieure.
exclusivement à partir des revenus de l'or et du coton nationaux. Cette donnée modifie profondément la lecture budgétaire du projet. En l'absence d'emprunts multilatéraux ou bilatéraux, chaque dollar engagé doit produire un effet rapide et visible, car il n'existe ni période de grâce, ni étalement du remboursement. Cette contrainte renforce la discipline financière, mais réduit simultanément les marges de manœuvre en cas de choc externe. Le troisième chiffre clé concerne l'emploi. Plus de 10 000 emplois directs et indirects ont été générés, répartis entre l'assemblage, la maintenance, l'exploitation du réseau et les activités connexes. Ce volume dépasse largement celui d'un simple service de transport. Il révèle l'émergence d'une chaîne de valeur locale où la formation technique et l'apprentissage sur le terrain jouent un rôle central. Ces compétences constituent un actif durable, transférable à d'autres secteurs mécaniques, même si le projet devait ralentir ou être réorienté. Ces trois indicateurs doivent cependant être interprétés avec prudence. La réduction des temps de trajet reste concentrée sur la capitale et ses périphéries immédiates. L'impact économique demeure donc spatialement limité, sans transformation immédiate des zones rurales ou des villes secondaires. De même, les emplois créés dépendent étroitement du maintien de la flotte en circulation. Une baisse prolongée des revenus issus de l'or ou du coton pourrait fragiliser la capacité à financer la maintenance et à préserver ces postes. Un autre élément chiffré, moins visible mais structurant, concerne la transparence. La publication régulière d'audits financiers détaillant les dépenses et les flux constitue un stabilisateur indirect. Elle ne génère pas de croissance en soi, mais elle réduit le risque de détournement, renforce la confiance interne et améliore l'acceptabilité sociale du projet. Dans un environnement marqué par la défiance envers la gestion publique, cet aspect agit comme un multiplicateur de crédibilité. Pris ensemble, ces données dessinent une trajectoire cohérente à court et moyen terme. Elles ne démontrent pas encore la soutenabilité à long terme du modèle, mais elles établissent sa faisabilité opérationnelle sous contraintes sécuritaires. Ibrahim Traoré s'appuie sur ces résultats pour défendre l'idée qu'un État confronté à l'instabilité peut néanmoins mobiliser ses ressources internes de manière efficace, à condition de concentrer les investissements et d'en rendre les effets immédiatement observables. La question centrale demeure ouverte. Ces indicateurs résisteront-ils au cycle des marchés mondiaux et aux chocs sécuritaires, ou constituent-ils une photographie favorable mais transitoire ? La réponse dépendra moins des chiffres initiaux que de la capacité à maintenir la discipline financière, la compétence technique et la transparence dans la durée. Les critiques du projet avancent d'abord un argument de vulnérabilité macroéconomique. Fonder un investissement d'infrastructures majeures sur deux matières premières expose mécaniquement le financement aux fluctuations des marchés mondiaux. L'or et le coton peuvent en connaître des variations rapides de prix, indépendantes des décisions nationales. Dans un pays confronté à une insécurité persistante, une baisse prolongée des revenus pourrait réduire la capacité à entretenir la flotte, à payer les salaires et à renouveler les équipements. Selon cette lecture, l'absence de dette extérieure ne renforce pas la résilience. Elle supprime au contraire un amortisseur financier traditionnel. Un second argument porte sur le risque de concentration géographique et sectorielle. Les bénéfices observés se concentrent largement à Ouagadougou, laissant de côté une grande partie du territoire. Les emplois créés, bien que significatifs, restent liés à un secteur unique. Les détracteurs estiment qu'un choc affectant le transport urbain aurait des effets en cascade sur l'emploi et la productivité locale. Dans cette perspective, le projet serait performant à court terme, mais insuffisamment diversifié pour constituer une base de développement équilibrée. Ces deux critiques méritent d'être un peu prises au sérieux. Toutefois, les éléments observables apportent une réponse partielle mais concrète. La dépendance aux matières premières est réelle, mais elle est assumée comme un levier stratégique plutôt qu'un angle mort. En publiant régulièrement des audits financiers détaillés et en rendant visibles les arbitrages budgétaires, le projet réduit le risque de mauvaise allocation, même en période de tension. Cette transparence ne neutralise pas la volatilité, mais elle limite ses effets politiques et sociaux. Sur le plan sectoriel, les données montrent que la chaîne de valeur dépasse le simple transport. La formation technique, l'assemblage
et la maintenance locale construisent des compétences transférables vers d'autres activités mécaniques. L'investissement ne se limite donc pas à des actifs roulants, il crée un capital humain réutilisable. Cela atténue, sans l'annuler, le risque de concentration. Enfin, l'argument géographique évolue avec le temps. Le choix de commencer par la capitale répond à une logique d'impact rapide et mesurable. Il ne constitue pas une fin en soi, mais une phase test. Le débat se déplace ainsi, moins sur la perfection du modèle que sur sa capacité à produire des preuves suffisantes pour justifier des adaptations progressives. Le désaccord persiste, mais il repose désormais sur des faits observables plutôt que sur des hypothèses abstraites. Et désormais, on le voit bien, le test dépasse les bus. À ce stade, le projet cesse d'être uniquement un programme de transport pour devenir un révélateur de méthode. Ce qui change la lecture n'est plus le nombre de véhicules en circulation, mais la capacité de l'État à coordonner financement, production locale, exploitation et contrôle public dans un environnement fortement contraint. La réussite partielle observée montre qu'un investissement visible peut servir de colonne vertébrale à une organisation économique plus large, à condition que chaque maillon reste maîtrisé. Le véritable basculement intervient lorsque la maintenance commence à être assurée majoritairement par des équipes locales. Ce détail, souvent relégué à l'arrière-plan, modifie l'équation du risque. Tant que l'entretien dépend de fournisseurs externes, chaque panne menace l'ensemble du système. En internalisant progressivement ses compétences, le projet réduit son exposition opérationnelle, même si la contrainte financière demeure intacte. Ibrahim Traoré s'appuie sur cette évolution pour déplacer le débat public. La question n'est plus seulement peut-on financer sans dette, mais peut-on apprendre assez vite pour durer sans dépendance ? Cette nuance transforme la souveraineté économique en processus continu plutôt qu'en état final. Elle admet l'imperfection initiale, mais exige une trajectoire cohérente et contrôlée. Ce point médian éclaire aussi les limites. La méthode fonctionne tant que la coordination reste étroite et la transparence maintenue. Un relâchement sur l'un de ces fronts fragiliserait l'ensemble, transformant un levier en vulnérabilité. Pour les institutions publiques, les effets sont d'abord administratifs et fonctionnels. La régularité des lignes et la visibilité des horaires facilitent la planification urbaine et réduisent la pression exercée par des systèmes informels difficiles à contrôler. La diminution d'environ 30% des temps de trajet sur certains axes améliore l'accès aux écoles, aux centres de santé et aux services administratifs. Cet effet n'est pas seulement logistique, il renforce la crédibilité de l'action publique dans un contexte où la confiance institutionnelle est fragile. En rendant les résultats visibles au quotidien, l'État regagne une capacité d'arbitrage plus lisible. Du côté des entreprises et des acteurs économiques, l'impact se mesure surtout en productivité. Des déplacements plus courts et plus prévisibles réduisent les retards, stabilisent les horaires de travail et fluidifient les échanges urbains. Les petites activités dépendantes de la mobilité quotidienne, comme le commerce de proximité et les services, bénéficient directement de cette régularité accrue. La création de plus de 10 000 emplois directs et indirects stimule également la demande locale, renforçant un circuit économique interne, même s'il reste concentré sur la capitale. Pour ces acteurs, le projet agit comme un facteur de stabilisation opérationnelle plutôt que comme un moteur de croissance rapide. Pour les habitants, l'effet est plus diffus mais profondément structurant. Les familles vivant en périphérie gagnent un accès plus fiable au centre-ville, ce qui élargit leurs opportunités professionnelles et éducatives. Le temps libéré par la réduction des trajets se transforme en heures supplémentaires pour le travail, la vie familiale ou le repos. Ces gains, rarement capturés par les indicateurs macroéconomiques, s'accumulent et modifient progressivement les choix de vie. La perception du service public évolue. Il cesse d'être perçu comme aléatoire pour devenir un repère quotidien. À l'échelle régionale, les conséquences sont encore indirectes mais déjà observées. Le projet attire l'attention de pays confrontés au même dilemme entre souveraineté économique et contraintes budgétaires. Il n'est pas vu comme un modèle clé en main, mais comme une expérience pilote suivie de près. Les observateurs régionaux examinent surtout la capacité du Burkina Faso à maintenir la flotte,
à financer la maintenance et à résister aux fluctuations des prix de l'or et du coton. Dans ce cadre, l'initiative fonctionne comme un laboratoire à ciel ouvert. Ibrahim Traoré relie explicitement ses effets à une vision politique plus large. Il présente les gains de mobilité, d'emploi et de compétences locales comme des preuves que la souveraineté économique peut produire des résultats tangibles à court terme. Cette lecture s'accompagne toutefois d'une prudence stratégique. Les bénéfices restent concentrés, dépendant d'un équilibre financier délicat et exposés aux chocs externes. Ainsi, les conséquences du projet ne sont ni uniformes ni définitives. Elles forment une mosaïque d'effets positifs, mais conditionnels, variables selon les acteurs et les territoires. Le scénario de base repose sur une stabilisation prudente. Dans cette trajectoire, la flotte actuelle est maintenue en fonctionnement sans expansion majeure. Les revenus issus de l'or et du coton demeurent suffisants pour couvrir la maintenance courante, tandis que les recettes liées au transport contribuent partiellement aux coûts opérationnels. Si cette configuration tient, alors la priorité reste la fiabilité plutôt que la croissance. Ce scénario ne transforme pas l'économie nationale, mais il consolide l'expérience comme preuve de faisabilité sous contrainte. Le scénario optimiste suppose une conjoncture plus favorable. Les prix des matières premières se maintiennent à un niveau soutenable. La situation sécuritaire ne se dégrade pas et la coordination administrative reste efficace. Si ces conditions sont réunies, alors le projet peut être étendu à d'autres villes avec la création de nouveaux ateliers et l'élargissement des programmes de formation. L'effet dépasserait Ouagadougou pour devenir un levier de politique industrielle plus large, renforçant la crédibilité du modèle sans renoncer au principe d'autonomie financière. Le scénario de tension met en lumière les fragilités structurelles. Une baisse brutale des revenus liés à l'or ou au coton, combinée à une pression sécuritaire accrue, réduirait la capacité à financer l'entretien et le renouvellement des bus. Si des immobilisations prolongées apparaissent, alors la confiance des usagers s'érode, suivie par l'acceptabilité politique du projet. Dans ce cas, le débat sur le recours à des financements externes referait surface, non par choix idéologique, mais par contrainte opérationnelle. Face à ces trois trajectoires, une recommandation de méthode s'impose. Plutôt que de parier sur un avenir unique, la stratégie la plus robuste consiste à préserver la flexibilité, ajuster le rythme d'expansion, diversifier progressivement les sources de revenus internes et maintenir la transparence comme outil de stabilisation. Ces scénarios ne prédisent pas un destin, ils dessinent un champ de possibles destiné à guider des décisions adaptatives dans un environnement incertain. Pour les travailleurs urbains, le changement le plus immédiat concerne la gestion du temps. Des trajets plus courts et surtout plus prévisibles réduisent l'incertitude quotidienne liée au déplacement. Cette stabilité améliore la ponctualité, limite la fatigue accumulée et facilite l'organisation entre travail et vie familiale. L'effet est rarement spectaculaire, mais il agit chaque jour, créant une forme de sécurité fonctionnelle dans un environnement marqué par l'instabilité. À l'échelle individuelle, cette régularité devient un facteur de résilience ordinaire. Chez les jeunes en formation, l'impact est plus structurant. L'accès aux ateliers d'assemblage et de maintenance offre des compétences techniques concrètes, immédiatement mobilisables. Ces savoir-faire dépassent le cadre du transport public et peuvent être transférés vers d'autres secteurs mécaniques ou industriels. Pour une génération souvent confrontée au chômage ou à l'informalité, cette expérience représente une insertion durable plutôt qu'une opportunité ponctuelle. Elle modifie les attentes professionnelles et élargit l'horizon des choix possibles. Pour les familles vivant en périphérie, le projet se traduit par une ouverture progressive des possibilités. L'amélioration de l'accès aux écoles, aux soins et au marché réduit le poids de la distance dans les décisions quotidiennes. Les arbitrages ne sont plus dictés uniquement par l'imprévisibilité des transports. Cette évolution contribue à atténuer certaines inégalités urbaines, même si elle ne les efface pas entièrement, le bénéfice se mesure moins en chiffres qu'en marge de liberté retrouvée. Enfin, pour les citoyens observateurs, l'initiative agit comme un repère symbolique. Voir une infrastructure fonctionner sans financement extérieur visible modifie la perception de ce que l'action publique peut accomplir.
Cette dimension psychologique n'est pas un substitut aux indicateurs économiques, mais elle influence l'adhésion collective et la tolérance aux ajustements nécessaires. Ainsi, l'impact sur les personnes ne se résume pas à un effet unique. Il se décline selon les situations et s'accumule dans le temps, transformant progressivement les attentes et les comportements. D'abord, il faut ancrer la transparence financière comme une norme permanente. La publication régulière d'audits détaillés doit devenir un mécanisme routinier avec des indicateurs simples, comparables et accessibles au public. L'objectif est clair: réduire les soupçons, stabiliser l'adhésion sociale et corriger rapidement les écarts. Sans ce socle, toute extension fragiliserait la crédibilité acquise et augmenterait le coût politique de la moindre défaillance. Ensuite, il devient essentiel de professionnaliser durablement les compétences locales. Les formations initiales doivent être prolongées par des programmes continus pour les conducteurs, mécaniciens et gestionnaires du réseau. Il s'agit d'anticiper les pannes, d'optimiser les coûts et de standardiser les procédures. Cette montée en compétences conditionne la réduction progressive de la dépendance technique extérieure et renforce la capacité d'apprentissage organisationnel. Puis, la diversification des flux internes devient indispensable. Sans renier le rôle central de l'or et du coton, l'État peut développer des revenus complémentaires liés à l'exploitation du réseau, à la publicité ou à des services associés. Cette diversification n'élimine pas le risque, mais elle amortit les chocs liés au cycle des matières premières et améliore la prévisibilité budgétaire. Après cela, une extension territoriale prudente doit être envisagée. Toute expansion vers d'autres villes doit être conditionnée à l'existence d'ateliers opérationnels et d'équipes formées en amont. L'enjeu est d'éviter un déploiement trop rapide qui diluerait les ressources et affaiblirait la maintenance existante, transformant un succès local en vulnérabilité nationale. Enfin, il devient nécessaire d'associer davantage les citoyens. Des mécanismes de consultation régulière sur les lignes, les horaires et les priorités locales renforcent la légitimité et améliorent l'ajustement opérationnel. Ibrahim Traoré présente cette implication comme un outil de pilotage autant que comme un symbole politique. Cette feuille de route ne garantit pas le succès, mais elle définit des points de contrôle mesurables, indispensables pour transformer une réussite initiale en trajectoire soutenable. Dans les ateliers de Ouagadougou, un geste revient chaque jour presque invisible. Serrer un boulon, ajuster un panneau, tester un circuit avant la mise en service. Ce geste répété relie l'expérience des 1000 bus à quelque chose de plus profond qu'une infrastructure. Il incarne l'effort de produire, réparer et décider localement, malgré la guerre et l'incertitude économique. Le motif esquissé plus tôt prend ici toute sa portée. Une souveraineté qui se pratique, pas qui se proclame. Ce rappel éclaire les effets déjà observés. Des compétences acquises, une mobilité retrouvée, une confiance partiellement restaurée. Rien de spectaculaire pris isolément, mais une accumulation de changements concrets dans la ville et dans les trajectoires individuelles. Chaque bus en circulation devient un rappel silencieux que l'autonomie économique exige rigueur, continuité et apprentissage collectif. Ibrahim Traoré inscrit cette image au cœur de son discours public. Il ne promet pas une réussite définitive, mais une direction assumée, fondée sur l'effort interne et la responsabilité publique. Cette posture résonne dans un contexte africain marqué par la lassitude face aux modèles importés et aux promesses non tenues. Elle accepte l'imperfection initiale, tout en exigeant des preuves répétées. Rien n'est acquis et tout peut encore basculer. Mais l'expérience laisse une trace durable, celle d'un pays qui tente, ajuste et apprend à partir de ses propres moyens. Une souveraineté se construit geste après geste. Le projet des 1000 bus dépasse désormais le cadre d'une politique publique nationale. Il devient un point de référence pour celles et ceux qui interrogent les alternatives possibles au modèle de développement fondé sur l'endettement extérieur. Sans être exportable telle qu'elle, l'expérience burkinabé alimente une réflexion plus large sur la capacité des États à mobiliser leurs ressources internes de manière visible, contrôlée et socialement utile.
Elle rappelle que les choix économiques ne sont jamais abstraits. Ils se mesurent dans les trajets quotidiens, les ateliers, les emplois et la confiance accordée aux institutions. Cette expérience invite aussi à un débat plus nuancé. Elle montre qu'il existe des marges de manœuvre, même en contexte de contraintes sécuritaires, mais qu'elles exigent discipline, transparence et acceptation du risque. Elle souligne surtout que chaque voie alternative comporte ses propres fragilités qui doivent être reconnues pour être maîtrisées. La valeur du projet réside peut-être moins dans son issue finale que dans la discussion qu'il ouvre sur la souveraineté, la résilience et la responsabilité publique. À votre échelle, comment interprétez-vous cette tentative et quelles leçons méritent, selon vous, d'être discutées collectivement ?